Bonjour, bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Un petit mot de rentrée avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, d'abord pour souhaiter à tout le monde une très bonne reprise, que vous soyez dans une année de concours, prof, élève ou dans un tout autre domaine. Très bon courage à vous dans les conditions inhabituelles et compliquées qui sont les nôtres. Ensuite, pour vous dire que si vous découvrez l'émission, que vous nous rejoignez en cette rentrée, il y a 3 séries de podcasts diffusés au printemps et à l'été que vous pouvez écouter ou réécouter. Ciné Club Confinement, diffusé en mars-avril autour de films et de séries historiques. Histoire de Tintin, avec 14 émissions qui explorent les différentes facettes de la vie et de l'œuvre d'Hergé au regard de l'histoire. Et Statut contesté, 5 émissions de réflexion à chaud sur les traces du passé dans l'espace public et sur le mouvement global de remise en cause du passé colonial et esclavagiste à travers statuts et monuments. Dans les semaines qui viennent, on va surtout parler des livres qui paraissent, avec toute une série de parutions vraiment enthousiasmantes, et même un petit peu de géographie dans un prochain épisode du podcast. Je remercie toutes celles et tous ceux qui me suggèrent des livres, des thèmes d'émission. N'hésitez pas à le faire via le mail paroledhistoire@gmail.com ou sur Twitter @paroledist. On ne peut pas toujours concrétiser toutes les propositions, toutes les suggestions, surtout pour une seule personne, mais c'est toujours très intéressant. Vous pouvez soutenir ce podcast symboliquement en lui donnant une note sur iTunes ou plus concrètement via le lien PayPal sur le site internet qui permet de couvrir les frais d'hébergement et les frais techniques du podcast. Sans plus attendre, on retrouve Bibia Pavard pour parler de l'histoire des féminismes. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Bibia Pavard, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris 2 et qui signe avec Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours aux éditions La Découverte. Alors, le contexte fait que c'était un peu compliqué de se voir à 4 pour cet enregistrement, donc vous représentez vos co-auteurs. Peut-être qu'on peut commencer par dire en quoi c'est vraiment un projet collectif que d'écrire ensemble, toutes les trois, cette histoire des féminismes. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir l'opportunité de collaborer comme ça avec 2 autres historiennes et de vraiment s'entendre du début à la fin. On est encore en très bons termes après cette aventure. Ce qui n'est pas si courant au terme d'un travail collectif. Exactement, et d'avoir vraiment voulu écrire ensemble ce livre, même si évidemment on a chacune nos affinités, nos spécialisations selon les périodes, mais on s'est toujours concerté, relu, amendé, et donc c'est vraiment, comme tu le disais, un travail collectif. Alors l'idée est venue d'un séminaire que nous animions toutes les 3, puis qui a été poursuivi ensuite à 2 avec donc Michel Zancarini-Fournel et Florence Rochefort à l'EHESS dans le fameux master genre, politique et sexualité, où nous avons fait donc ce séminaire socio-histoire des féminismes qui visait à vraiment avoir une approche historique de transmission de connaissances à un public d'historiennes et d'historiens, mais aussi de sociologues et de politistes ou d'autres disciplines. Et de ce séminaire est né le constat qu'il manquait un ouvrage de synthèse qui vienne vraiment faire le point sur l'ensemble des travaux qui ont pris en charge cette histoire des féminismes en France depuis 1789 et qui sont très nombreux depuis les années 70, depuis surtout les années 80, et puis il y a un renouveau des thèses dans les années 2000. Et donc le constat a été qu'il y avait énormément de travaux qui se faisaient, mais qui étaient pointus, qui étaient plutôt des thèses, parfois publiées, parfois non, mais qu'il n'y avait pas d'ouvrage à conseiller à ces étudiantes et ces étudiants qui voulaient donc commencer à connaître cette histoire. Et donc de ce séminaire, de cet enseignement, est né cet ouvrage. Ce travail collectif, il s'est divisé, j'imagine, en différentes périodes, où vous avez davantage travaillé sur l'après-deuxième guerre mondiale, les années 50, 60, 70, Michel Zancarini-Fournel peut-être sur une période antérieure, donc vous êtes partagé le travail comme ça, mais aussi avec des entrées plus thématiques. Tout à fait. Alors c'est vrai que Florence Rochefort, elle avait fait sa thèse sur la Troisième République, donc elle est plus spécialisée de cette période. Michel Zancarini-Fournel venait de publier Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France, où elle avait beaucoup travaillé sur les périodes révolutionnaires, notamment la Révolution française, 1830, 1848, la Commune, etc. Mais c'est aussi une très grande spécialiste des années 68. Et puis pour ma part, effectivement, j'ai davantage travaillé sur les féminismes dans du temps présent, donc des années 50-60 à nos jours. On s'est répartis par période, effectivement, on avait chacune nos moments de prédilection et nos spécialisations, mais on a aussi eu des entrées plus thématiques. Par exemple, Michel Zancarini-Fournel a beaucoup exploré la question des relations entre féminisme
colonialisme, anti-esclavagisme et donc les questions liées à la race également. Florence Rochefort a des spécialisations aussi sur les questions religieuses et de laïcité. Et puis pour ma part, je m'étais pas mal intéressée ces dernières années en étant dans un département de sciences de l'information et de la communication aux questions de médiatisation, de circulation dans différents espaces et ce que les réseaux sociaux, ce que Internet avait fait aux mobilisations féministes. Donc voilà un petit peu comment nous sommes répartis la tâche. Et j'imagine aussi que chacune vous avez apporté des documents, des idées de documents, parce que c'est une des richesses de l'ouvrage, et je pense qu'il rendra beaucoup de services aux collègues, aux étudiantes, aux étudiants qui pourront s'en emparer, c'est qu'il y a une grande richesse iconographique, il y a une grande richesse aussi de textes, il y a des chansons féministes, il y a des tracts féministes qui sont reproduits. Alors comment vous avez fait? Vous avez pioché un petit peu dans vos archives, dans vos notes de travaux respectifs, et vous avez contribué, vous avez échangé autour de ces documents? C'est vrai que nous avons toutes les trois accumulé depuis des années un nombre important de documents. Nous avions envie et nous avons insisté pour avoir un cahier couleur à l'intérieur parce que pour nous, on ne peut pas faire une histoire des féminismes sans travailler sur ces représentations, sans ces images, sans ces photographies qui jouent un rôle important dans cette histoire. Par ailleurs, on a pu bénéficier de lieux qui existent de conservation de ces documents que nous avions donc fréquentés à différents moments pour nos recherches. Je pense en particulier à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, où nous avons puisé justement ces photographies, ces affiches, ces tracts. Je pense aussi au Centre des archives du féminisme à Angers, que nous avons toutes les trois fréquenté pour nos travaux, au Centre d'histoire du travail à Nantes, qui ont donc fourni cet important document. Et nous avons aussi arpenté les rues ces derniers temps, pris des photographies des colleuses sur les féminicides, des affiches, des slogans dans les manifestations. Donc effectivement, tout ce travail accumulé autour des sources, des archives, est retranscrit d'une certaine manière dans l'ouvrage. Alors c'est un livre qui évidemment se confronte à des débats existants sur comment écrire l'histoire des féminismes, et en particulier il y a toute une nomenclature un peu ancrée sur première vague, deuxième vague, etc., etc. Vous avez tendance plutôt à prendre un peu vos distances avec ces nomenclatures déjà instituées, à dire on peut finalement remettre à plat aussi conceptuellement l'histoire des féminismes. Alors c'est un très bon exemple parce que ça a été un sujet de débat, de discussion entre nous. Fallait-il donc reprendre cette métaphore des vagues qui a été forgée d'abord dans le mouvement féministe à partir des années 1970 et ensuite repris par les travaux universitaires. Et donc, de là est née toute une réflexion sur les temporalités, sur les chronologies, et la volonté, effectivement, d'avoir une approche qui soit davantage dans la complexité. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette métaphore des vagues, quand même? C'est l'idée que l'histoire des féminismes se caractérise par des moments de forte mobilisation, puis des moments de reflux, et qu'on peut voir naître une première vague à la fin du 19e siècle. Alors c'est quelque chose qui est largement transnational, ça ne touche pas que la France, mais bon, disons les années 1850, 1860, 1870 selon les espaces géographiques. Une première vague donc qui s'étend jusque dans les années 1930 et qui donc a pour apogée les mobilisations autour du suffrage des femmes. Vient ensuite un creux de la vague, qui a été très bien étudié par l'historienne Sylvie Chaperon pour la France, donc les années 1950, les années 1960, puis un renouveau autour des années 60, 70, début des années 80, qu'on appelle donc la deuxième vague, et c'est à ce moment-là, au moment de ces mobilisations, que les féministes de la deuxième vague se sont auto-appelées féministes de la deuxième vague, en référence à ce qui était advenu auparavant. Et puis là, il y a une grosse question, c'est donc il y a un reflux dans les années 80 qu'on appelle parfois le backlash, le retour de bâton. Et puis la grande question, c'est quand commence et peut-être finit une troisième vague avec là des désaccords entre les militantes. Est-ce que nous sommes dans une troisième ou quatrième vague actuellement? Voilà, donc ça c'est le discours qui permet, alors effectivement, une certaine œuvre pédagogique, c'est-à-dire que ça permet de comprendre déjà qu'il y a une histoire très longue, qu'il y a des moments forts et des moments de reflux, donc c'est important, mais pour nous, historiennes, c'était frustrant, parce que d'une part, les travaux ont bien montré qu'il y a des formes importantes de continuité entre ces vagues, et que la métaphore ne rend pas compte de cela, et par ailleurs qu'il y a des décalages chronologiques assez importants,
si l'on change d'échelle. C'est-à-dire si on sort de l'Occident, si on sort des capitales, par exemple si on sort de Paris et qu'on fait un déplacement vers les grandes villes en région. On s'est rendu compte aussi que le débat sur la 3e ou 4e vague est problématique parce que aujourd'hui les féministes qui se disent de la 3e ou la 4e vague, c'est davantage un positionnement identitaire qu'une réflexion sur les temporalités. Donc c'est pour cela que finalement nous avons décidé de faire un pas de côté et d'essayer de plutôt comprendre comment se forge finalement cette métaphore des vagues. Toujours sur les enjeux un peu conceptuels, un peu généraux d'écriture de cette histoire, le mot féminisme lui-même ne va pas de soi, il demande à être questionné comme tous les termes en histoire, et dans quelle mesure on peut le projeter dans le passé sur des luttes qui ne s'appelaient pas elles-mêmes ainsi. Jeanne de Rouen, on peut la qualifier aujourd'hui de féministe, mais elle ne se disait pas féministe dans le sens où le mot n'existait pas, n'était pas employé à son époque. Alors d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler d'où vient ce mot, et puis peut-être justifier son emploi pour des périodes antérieures ? Alors, l'origine du mot est très intéressante parce qu'elle rappelle à quel point l'histoire des féminismes est imbriquée dans l'histoire des antiféminismes, puisque donc il a été forgé en 1872 par Alexandre Dumas fils, et qui en faisait une insulte à ce moment-là, un néologisme qu'il a créé pour qualifier ces hommes qu'il méprisait, lui pour sa part, qui défendaient les droits des femmes et qui risquaient donc de créer une sorte d'indistinction entre les sexes. C'est une des grandes peurs des opposants au féminisme. Et donc c'était un qualificatif qui renvoyait à des hommes qui étaient efféminés, si on peut dire, ou qui n'étaient pas assez virils. Donc au départ, ça désigne des hommes et non pas des femmes. Voilà, les premiers féministes tels que les stigmatise Alexandre Dumas fils, qui n'a pas le talent du père, ce sont des hommes et pas des femmes. Tout à fait, c'est dans un pamphlet qui s'appelle L'Homme-Femme, et donc c'est pour stigmatiser ces hommes, qui d'ailleurs sont nombreux, peut-être qu'on y reviendra, à défendre donc ces droits des femmes, donc dans cette période des débuts de la Troisième République. Et finalement, c'est plus tard, 10 ans plus tard, que les féministes commencent à s'approprier ce mot comme dans un phénomène de retournement du stigmate, et en faire plutôt une fierté. On peut penser à Hubertine Auclair, qui est une des militantes féministes françaises qui a défendu le droit de vote comme une priorité dans ces années 1880-1890. Et donc, progressivement, ce terme est employé par les militantes elles-mêmes, à un moment où se met en place véritablement un mouvement féministe dans sa diversité. Alors il y a une grande question des historiennes depuis les années 1980, quand il y a commencé à avoir les premiers travaux sur l'histoire des féminismes. Peut-on employer ce terme de façon anachronique ? Peut-on renvoyer à des formes de mobilisation qui précèdent d'une part l'apparition du mot et d'autre part l'existence d'un mouvement social qu'on peut qualifier de féministe ? Dans un premier temps, les historiennes et les historiens étaient plutôt réticents et ne l'ont pas fait. Ce n'est que progressivement que le terme de féminisme a été employé pour des périodes plus reculées, pour la Révolution française, pour les Saint-Simoniennes dans les années 1830, pour 1848, et même pour certaines personnalités de l'Ancien Régime, en essayant toujours de définir ce que féminisme veut dire à une époque donnée. Et évidemment, il y a des invariants. On peut dire que sont féministes les personnes qui visent à l'égalité entre les hommes et les femmes et qui donc prônent une lutte pour arriver à cette égalité. Mais effectivement, chaque contexte produit des formes de féminisme, des théories et évidemment des modes d'action différents. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée qu'on peut employer ce terme avant même sa création en 1872. Alors ça, on voit que c'est finalement quelque chose qui est devenu assez courant de l'utiliser, y compris de façon entre guillemets anachronique, de le projeter dans une période où il n'existe pas. Votre livre pourra peut-être surprendre par l'emploi d'un autre concept que vous projetez aussi dans le passé ou que vous utilisez comme outil conceptuel pour le passé, et c'est plus neuf à mon sens, et ça m'a beaucoup intéressé en vous lisant, c'est le concept d'intersectionnalité, l'idée que le féminisme, il est aussi au croisement d'autres luttes, il peut rencontrer d'autres luttes, d'autres enjeux, les enjeux de classe, les enjeux de race, l'enjeu du genre n'est pas le seul, il se superpose, s'ajoute à d'autres. Alors là aussi, ça mérite un éclairage parce que c'est un vrai choix d'écriture, un vrai choix conceptuel que d'employer ce registre de l'intersectionnalité, y compris au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Alors tout à fait. Notre idée, c'était de montrer aussi comment les études sur les féminismes ont été enrichies par des nouveaux travaux théoriques autour du genre d'abord et ensuite de l'intersectionnalité.
depuis les années 90, et comment en fait ces concepts qui ont été forgés, ces réflexions, ces théories peuvent effectivement armer la réflexion des historiennes et des historiens. Alors le terme d'intersectionnalité, il est complexe, parce qu'il a un sens précis lorsqu'il est forgé par Kimberly Crenshaw dans les années 1990, qui est donc une juriste américaine qui voulait mettre le doigt sur ces femmes qui se trouvaient à l'intersection entre deux dominations et donc qui ne se trouvaient pas représentées ni d'un côté par les mouvements de lutte contre le racisme qui étaient plutôt portés par les hommes noirs, ni par les mouvements féministes qui étaient plutôt tournés vers les femmes blanches. Et donc c'est de cela, de cette idée de vide, qu'est né le concept d'intersectionnalité. Alors le concept lui-même a un peu évolué et aujourd'hui effectivement il désigne ces croisements de domination et la nécessité de penser ensemble les formes de domination liées à la classe sociale, à la race, comprise évidemment comme une construction sociale, aux sexualités, à l'âge par exemple, etc. Donc essayer aussi de déconstruire cette idée que les femmes seraient une catégorie homogène, d'une part, et d'autre part, comme vous l'avez dit, de montrer de quelle manière les luttes féministes croisent d'autres luttes, en particulier donc effectivement les luttes ouvrières, les luttes contre le racisme, etc. Donc c'est un concept aussi qui est complexe parce qu'il est aujourd'hui dans l'espace public et débattu vraiment sur un autre registre qui est... Il sert d'étiquette un petit peu. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il sert d'une part d'identification à certaines féministes qui le reprennent sous forme d'adjectifs, qui se disent intersectionnelles en voulant montrer le caractère inclusif de leur lutte. Et par ailleurs, il sert aussi de point de focalisation d'un rejet d'un féminisme qui effraie par la possibilité aujourd'hui de créer un certain communautarisme. Donc c'est aussi quelque chose qui est débattu dans l'espace public au moment où nous écrivions ce livre. Et donc nous, voilà, on a une approche qui est évidemment beaucoup plus théorique et distanciée. Notre idée, c'était de montrer, d'essayer de mettre aussi la lumière sur des points aveugles de l'histoire des féminismes, de revisiter la participation, par exemple, des femmes noires à travers l'histoire, de voir comment les questions de lutte des femmes croisent les questions anticolonialistes, par exemple, ou les questions de lutte contre l'esclavage, et donc de voir comment on pouvait, à partir de ce questionnement très contemporain, revisiter une histoire longue de ces féminismes, donc vraiment avec l'idée que on est toujours porteur d'un regard qui est contemporain sur le passé. Je cite un extrait du livre consacré à Jeanne de Rouen, dont on connaît le rôle en 1848, et il est dit qu'elle s'exprime dans une perspective qu'on qualifierait de nos jours d'intersectionnelle, parce qu'elle met en question non seulement la domination masculine, mais aussi les dominations de fortune, les privilèges. Elle réclame l'abolition complète de tous les privilèges de sexe, de race, de naissance, de caste et de fortune. Effectivement, le relire par ce prisme dans l'intersectionnalité, ça montre qu'on ne peut pas simplement la qualifier de féministe, mais qu'il y a là quelque chose qui va au-delà de cette seule catégorie. Alors c'est vrai que les féministes, dès la Révolution française et dès le XIXe siècle, ont conscience que les femmes sont dominées comme d'autres catégories de population et font souvent l'analogie avec d'autres catégories de population en employant par exemple le terme d'esclavage ou de servage pour montrer comment les femmes parfois sont exclues de l'humanité à la manière dont les Noirs sont exclus de l'humanité par l'esclavage, ou alors effectivement pour montrer les mécanismes sociaux qui les oppriment, qui peuvent être rapprochés de ces mécanismes de domination liés à la condition sociale. Donc effectivement, ces articulations théoriques, elles existent finalement, et on les retrouve si on les cherche dès la Révolution française. Alors je viens de citer Jeanne de Rouen, et finalement je suis presque tombé dans un des pièges de l'histoire des féminismes, qui est d'ériger des héroïnes, et d'avoir toujours en tête un certain nombre de noms qui reviennent, Hubertine de Clèves, Olympe de Gouges, Jeanne de Rouen, etc. C'est quelque chose qui pose une vraie question d'écriture, c'est-à-dire comment à la fois parler de figures qui sont des figures majeures, mais en parlant, il ne faut pas invisibiliser les autres, il ne faut pas invisibiliser les collectifs dans lesquels les gens s'inscrivent. Alors comment vous avez essayé un petit peu de travailler cette question ? Alors notre approche, elle a été double. Effectivement, c'est un questionnement que nous avions
tout le temps en tête, c'est-à-dire il y a deux écueils. Le premier, c'est qu'il faut quand même constater que les figures féministes, même celles que vous venez de citer, ne sont pas connues en fait du grand public et même d'un public, on va dire lettré, parce que ce sont des figures qui n'ont pas été retenues au panthéon de l'histoire nationale. Et donc peu de gens connaissent en réalité Jeanne de Rouen. Peut-être après ce podcast, ils auront envie de voir la fiche Wikipédia ou encore mieux l'article du dictionnaire des féministes en France qui a été publié au PUF il y a quelques années. Donc la démarche, elle visait aussi à quand même combler ce manque et à faire le portrait, ce que l'on faisait en cours et on a décidé de le refaire dans l'ouvrage, de certaines figures qui sont représentatives d'une époque ou qui au contraire sont atypiques et donc il est intéressant d'en retracer quelques traits biographiques avec l'idée que voilà, ça peut être aussi une manière de faire connaître ces femmes qui ont lutté pour l'égalité depuis 1789. Mais d'un autre côté, l'autre écueil, c'est de vedettiser certaines féministes qui déjà avaient un certain nombre de ressources qui leur ont permis d'être plus connues que d'autres, que ce soit des ressources financières, que ce soit la possession de relais médiatiques, que ce soit donc un caractère plus consensuel à certains moments que d'autres. Et donc l'idée c'était quand même de faire une histoire sociale qui s'intéresse aux mobilisations collectives, aux organisations, aux groupes et pas seulement aux individus. Néanmoins, c'est vrai que quand on raconte l'histoire, on a quand même besoin de s'accrocher à certaines figures et de pouvoir les situer. Ça serait déjà un apport, à mon avis, important de notre ouvrage que d'arriver à redonner vie à certaines figures complètement oubliées. Alors, il y a des figures, justement, moi, que j'ai pu découvrir en vous lisant, que je ne connaissais pas du tout, les sœurs Nardal aux Antilles, et il y a des passages très intéressants sur les connexions atlantiques et les liens qui se font entre l'espace américain, l'espace caribéen, l'espace métropolitain en France, et les sœurs Nardal en sont des actrices. Je pense aussi à Louise Weiss dans les années 1930, qui est une féministe d'action, qui dit à un moment, assez de bavardage de salon, si on veut le vote, il faut vraiment faire des coups d'éclat, et là, elle anticipe par certains côtés, où elle reprend des formes d'action que avaient pu avoir des suffragistes britanniques, et puis elle anticipe aussi sur des formes d'action très spectaculaires contemporaines. Donc il y a des figures comme ça qui sortent aussi de ces figures les plus connues, Hubertine Auclair, Jeanne de Rouen, Olympe de Gouges, qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire peut-être, soit sur elle, soit sur d'autres figures qu'on pourrait mettre en avant? Alors ce qui est très intéressant, c'est que les figures évoquées sont caractéristiques de quelque chose qui touche plus largement à l'histoire des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent restées dans l'ombre de grands hommes. Et donc, dans le cas des sœurs Nardal, qui tenaient un salon littéraire à Paris dans les années 1930, on ignore qu'elles ont été au cœur des réflexions sur la négritude. On a toujours en tête, évidemment, Aimé Césaire et Senghor, mais on oublie qu'elles ont aussi joué ce rôle de circulation transnationale autour des réflexions sur le colonialisme, sur la race, et elles y avaient ajouté un autre aspect qui donc a été oublié, la question du genre, c'est-à-dire quelle est la place des femmes noires dans ce mouvement pour la négritude. Et donc elles ont été récemment redécouvertes pour ce rôle important, et de la même façon, Louise Weiss, elle est connue pour son combat européiste. Alors elle est parfois retenue dans le panthéon des personnalités qui ont défendu l'idée d'Europe, et donc elle a été aussi élue au Parlement européen. C'est elle qui a donc introduite Simone Veil lorsqu'elle a été nommée présidente du Parlement européen. Mais on oublie que, par ailleurs, elle a été une des grandes figures des mobilisations pour le droit de vote des femmes qui se poursuit après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et dans les années 30, avec des actions d'éclat, effectivement, l'interruption d'événements sportifs, l'organisation d'élections parallèles où, évidemment, elle n'avait pas le droit de se présenter, les manifestations devant les lieux de pouvoir, etc. Et donc, c'était une figure, effectivement, que l'on peut qualifier même de suffragette, c'est-à-dire qui prenait effectivement cette action d'éclat et qui maîtrisait très bien les codes journalistiques pour le faire.
un des éléments qui revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage, et qui est presque une constante aussi de l'histoire des féminismes, et le fait de dire que les sœurs Nardal, par exemple, ont été un peu obscurcies par des figures masculines, c'est qu'il y a des ressorts de l'antiféminisme qui sont presque aussi constants que les formes de lutte féministe, et souvent, en vous lisant, j'ai l'impression que ça a aussi entre deux pôles. C'est d'un côté l'hyper-féminisation des féministes en disant elles sont trop sensibles, trop délicates, elles n'ont pas accès à la cité, etc., etc. Ou au contraire, la critique, c'est son envers de la virilisation, c'est la femme dénaturée, la femme masculine, etc. Et du coup, il y a un discours antiféministe qui se transforme et qui finalement a certaines constances, y compris jusqu'à aujourd'hui. Exactement, et c'est vrai que on ne peut pas comprendre les mobilisations, les mouvements féministes depuis 1789 sans comprendre les forces d'opposition qu'ils ont rencontrées de façon constante dans l'histoire, parce que voilà, ces formes d'opposition forgent aussi les arguments, la théorisation du côté des féministes, et expliquent aussi ces formes de relégation du récit historique, ou aussi de nécessité à certains moments de se saisir de modes d'action plus spectaculaires, plus directs, plus violents, même si bon, les formes de mobilisation violente sont quand même assez rares, pour pouvoir se faire entendre dans une société qui rejette ces idées. Et donc voilà, il y a eu des travaux sur les mouvements, sur l'antiféminisme dans l'histoire, des travaux qui datent des années 90, des nouveaux ouvrages qui viennent de paraître aussi sur cette question. Et c'est très important de voir aussi comment le contre-mouvement évolue, se transforme à mesure que le mouvement féministe lui aussi évolue. Et ça renvoie aussi à une question qui peut être celle que se posent aujourd'hui des groupes sur quelle place peuvent avoir des hommes dans les luttes féministes. Est-ce qu'ils peuvent être des féministes eux-mêmes, des alliés féministes? Est-ce qu'il faut les tenir à l'écart? Est-ce que la mixité ou la non-mixité sont souhaitables? C'est des choses qui ont pu faire débat. On se rend compte en fait que c'est des choses qui sont débattues depuis très longtemps. Si on regarde par exemple le grand journal La Fronde que Marguerite Durand animait, qu'on avait surnommé le Temps en jupon, parce qu'il était en tout point comparable à un grand journal sérieux de la fin du 19e et début du 20e siècle, le Temps n'était pas un journal mixte, et c'était un choix assumé par les journalistes, par Marguerite Durand. Autrement dit, c'est question de la place des hommes, la place à la fois à leur donner, la place qu'ils peuvent prendre ou qu'il n'est pas souhaitable qu'ils prennent. C'est quelque chose qui est débattu depuis longtemps dans des mouvements féministes. Tout à fait, c'est ce qu'a bien montré la thèse de socio-histoire d'Alban Jacquemart, qui a travaillé sur les hommes dans les mouvements féministes depuis la Troisième République. C'est que cette question de la place des hommes dans les mouvements est discutée et pensée. Et donc effectivement, dans le cas du journal La Fronde, Marguerite Durand explique très bien qu'elle refuse que les hommes y participent, parce qu'elle anticipe l'idée que si un seul homme est présent dans la rédaction, tout de suite, tout le monde pensera que c'est lui qui est responsable du journal. Du coup, elle a mis des femmes à tous les postes, donc à la fois journalistes, évidemment, des grandes journalistes comme Séverine par exemple, mais aussi le garçon d'ascenseur est une femme, et elle emploie des femmes typotes donc pour produire le journal lui-même. Donc, ce qui ne va pas de soi avec les syndicats au passage. Tout à fait, ce qui va créer des conflits. Elle va devoir défendre effectivement ces femmes typotes contre les assauts des syndicats qui refusent l'entrée des femmes et la féminisation du métier, qui, du point de vue de ces syndicalistes, contribuent à faire baisser les salaires et contribuent aussi à briser les grèves, puisque parfois ces femmes sont employées à la place des hommes grévistes. Donc ce sont des questions complexes qui sont imbriquées. Mais de manière générale, les mouvements féministes se sont toujours appuyés sur des alliés masculins. D'abord parce qu'effectivement, ces féministes qui réclament des droits n'ont pas accès à la fabrique de la loi, donc ont bien besoin d'avoir des relais, ne serait-ce que pour porter ces lois et puis pour porter la question du droit de vote. Il faut bien que des hommes votent la possibilité pour les femmes d'accéder à l'entière citoyenneté. Mais aussi parce que, si on prend après les années 68, il y a des imbrications aussi avec les mouvements d'extrême gauche à ce moment-là. Et donc il y a eu des hommes dans les mouvements féministes dès le départ, mais il y a aussi une réflexion sur quelle peut être leur place, quels sont les rapports de pouvoir qui se reproduisent dans les organisations militantes, comment faire en sorte que les femmes puissent prendre leur place dans l'espace public sans être reléguées à des rôles subalternes. Donc ce sont des questions effectivement qui traversent tout le livre.
Alors pour faire écho à ça, je citerai un extrait du journal Le Torchon Brûle dans son numéro 0, dans un article Pourquoi je suis MLF, une militante qui dit on est à la fin des années 60, au début des années 70, au moment de la naissance vraiment de groupes féministes qui rejettent finalement cette sociabilité encore très patriarcale de groupes communistes, maoïstes, etc. Et cet auteur dit partout on se fait chier, chez soi, au travail, dans les groupes révolutionnaires. Il n'y a que quand on est sérieux qu'on fait quelque chose, paraît-il, mais il y en a marre du masochisme des mecs, vive les femmes, c'est ce qui a le moins de chances d'être sérieux. Et on voit aussi qu'il y a d'autres sociabilités qui peuvent s'inventer dans ces années 70, qui vont être quand même celles d'une grande ébullition. Il y a eu presque un étouffement des féministes en tant que telles en mai 68, en mai-juin 68, et c'est dans les années qui suivent que ça va s'épanouir. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le mouvement de libération des femmes en France, comme tous les Women's Liberation Movements dans l'espace anglo-saxon alors évidemment occidental en général, il y a une réflexion à ce moment-là, dans les années 1970, sur la non-mixité comme une posture à la fois politique et théorique, avec cette idée qu'il fallait se déprendre des rapports de pouvoir des organisations d'extrême gauche d'où proviennent un certain nombre de militantes qui sont là au départ du mouvement de libération des femmes. Donc arriver tout simplement à exister, à prendre la parole, mais il y a aussi toute une dimension théorique. Et là, on peut reprendre le titre de l'ouvrage qui en fait fait référence à un slogan des années 70, « Ne me libère pas, je m'en charge », l'idée que ce doit être les opprimés elles-mêmes qui prennent en charge leur lutte de libération. Et donc là, il y a encore une fois un parallèle qui est fait avec les mouvements de libération des Noirs aux États-Unis notamment. Et donc, c'est double. Et c'est à la fois donc, une posture théorique en disant que ne peuvent se libérer que les opprimés eux-mêmes et sans avoir forcément besoin d'alliés dans un premier temps. Et d'autre part, tout simplement, on est face à un problème concret qui est que les femmes ont été reléguées à des places subalternes dans les organisations politiques. Et c'est très visible en mai-juin 68, où les femmes sont très présentes dans tous les mouvements ouvriers, les mouvements étudiants évidemment, elles sont dans la rue, elles sont en train d'occuper leurs usines, mais il n'y a aucune femme qui représente ce mouvement dans les instances de pouvoir, au moment de prendre la parole, au moment de négocier Grenelle, il n'y a pas de femmes. Donc de ce constat-là naît aussi la nécessité de créer un mouvement autonome des femmes, et la non-mixité est vraiment posée comme une caractéristique fondamentale du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Alors, un mouvement de libération des femmes, dont la naissance elle-même pose des problèmes historiques complexes que vous tranchez pas totalement, vous restituez en tout cas pourquoi. C'est pas simple de savoir qui a créé le MLF, comment, qui peut s'en réclamer. C'est aussi une histoire qui a fait l'objet de luttes encore en partie vives, cette histoire de l'acte de naissance, parce que c'est des questions de légitimité. Plus on est ancien, plus on est légitime à dire qu'on est pionnier, pionnière parmi les militantes. Et donc, la naissance du MLF, c'est un moment très controversé historiquement. Oui, ça permet d'aborder un aspect important aussi qui est traité dans le livre, c'est les rapports conflictuels à l'intérieur de ces mouvements féministes à chaque époque. Et donc on n'a pas un mouvement qui soit unifié à la fois sur ses idées, sur ses stratégies. Au contraire, on a des divisions à chaque instant renouvelées et qui peuvent être très fortes et qui peuvent rejouer justement dans ces luttes d'interprétation du passé, dans ces conflits mémoriels. Et on a la chance de bénéficier d'une thèse en sciences politiques de Marion Charpenel sur la mémoire dans les mouvements féministes en France, qui montre bien comment chaque moment de mobilisation féministe produit à la fois un discours sur l'histoire, et c'est vraiment ces mouvements féministes qui vont aussi créer des espaces de possibles pour une écriture de l'histoire des femmes et des féminismes, mais créer aussi des luttes mémorielles. Et donc on est en plein dans ça sur la question du mouvement de libération des femmes, tout simplement parce qu'il y a différents groupes, individus qui ont participé à ce mouvement et à ses débuts, qui donc ont une interprétation divergente sur qu'est-ce que la naissance d'un mouvement.
Et vous dites que je fais un pas de côté, effectivement, parce que pour ma part, ça pose une question qui me paraît passionnante pour les historiens et puis globalement les spécialistes des mouvements collectifs. C'est comment naît un mouvement, qu'est-ce qui en fait une date de naissance. Et effectivement, ce que l'on constate, c'est que ce qui fait la date de naissance, c'est le fait, a posteriori, de reconnaître un événement comme fondateur. Et c'est ce processus qui est conflictuel entre certaines féministes qui considèrent que le moment fondateur, c'est l'apparition de certains petits groupes, et en particulier un petit groupe en octobre 1968, autour notamment de figures comme Antoinette Fouque et Monique Wittig. Donc là, ça serait plutôt l'idée que c'est un fondement théorique, un groupe non mixte de réflexion sur la lutte des femmes. Et de l'autre côté, un nombre plus important de militantes et de groupes qui considèrent que l'acte fondateur, c'est un acte dans l'espace public, médiatisé, et qui est donc le dépôt d'une gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 1970, et qui inaugure toute une série d'actions publiques et spectaculaires cette année-là, et puis la constitution d'une assemblée générale à Paris, puis de groupes partout en France. Donc il y a un décalage finalement dans les commémorations depuis plusieurs décennies entre celles qui vont commémorer 68 et celles qui vont commémorer 70, ce qui crée en fait des oppositions dans lesquelles les historiennes et les historiens sont forcément pris à partie, parce que évidemment on est amené à devoir juger, à devoir trancher. Et moi, ce qui me semble le plus intéressant que de dire oui, c'est cette date ou c'est une autre, c'est d'essayer de comprendre finalement ce processus de construction mémorielle qui est à l'œuvre et sans cesse réactualisé. Tous ces conflits internes que vous rappelez et qui sont encore contemporains, je trouve qu'ils servent aussi à remettre en question, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait auparavant, la métaphore des vagues, parce qu'une vague, c'est très homogène. Or, quand on vous lit, on voit bien qu'au sein de chaque prétendue vague, il y a des groupes qui prônent plus l'action directe et des groupes qui prônent plus la réflexion théorique. Il y a des gens qui sont finalement de milieux sociaux très élevés, avec beaucoup de ressources culturelles, symboliques, sociales, pour diffuser leurs idées, d'autres de milieux beaucoup plus modestes, beaucoup plus dominés. Donc finalement, c'est plutôt que des vagues, c'est des configurations, c'est presque des champs à chaque fois, avec des pôles dominants, des pôles dominés, avec des acteurs parfois concurrentiels, même s'il y a évidemment des convergences très fortes avec des revendications communes, mais il y a aussi une dynamique de conflit interne qui est très marquante. Exactement. Alors le terme de champ a été discuté au sein des mouvements féministes, et finalement c'est plutôt le terme d'espace qui a été retenu en particulier par les sociologues ou les politistes qui parlent d'espace de la cause des femmes après la thèse de Laure Bérény, qui avait travaillé sur le mouvement pour la parité dans les années 90-2000 et qui avait montré justement cette formidable force d'éclatement entre des groupes très différents, certaines militantes qui étaient là depuis les années 70, d'autres qui venaient de mouvements plus de féminins catholiques plus traditionnels, des femmes politiques, des intellectuels. Donc elle a essayé de penser cette diversité et de comprendre dans quelle configuration effectivement il peut y avoir des formes de convergence, par exemple autour d'imbrications organisationnelles ou autour de certains moments forts comme le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et donc c'est ces convergences de cet espace de la cause des femmes qui permet de faire avancer certaines revendications. Alors elle a forgé ce terme pour la parité, mais c'est vrai que c'était quelque chose que pouvaient déjà observer les chercheuses, comme par exemple Florence Rochefort qui avait travaillé sur la Troisième République et qui avait déjà vu ces formes de diversité et de divergence très fortes, et en même temps ces possibilités de converger autour de certaines grandes causes, en particulier le droit de vote, c'est aussi ce que j'ai pu observer pour les mobilisations autour de la contraception et de l'avortement dans les années 60-70. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que à cela s'ajoute aussi quelque chose qu'on oublie parfois et qui est le féminisme institutionnel, c'est-à-dire les formes de mobilisation pour l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur des institutions, donc à l'intérieur de l'État, mais aussi à l'intérieur des communautés, des collectivités locales ou à l'intérieur de l'Assemblée. On a des délégations qui jouent un rôle dans cet espace au même titre que les mouvements autonomes, les mobilisations plus classiques. Et donc effectivement, c'est aussi
un mouvement social assez particulier que ce mouvement féministe qui permet de repenser les catégorisations traditionnelles de ce qu'on entend par mouvement social. Peut-être pour terminer, et on le comprend bien en vous écoutant, c'est un livre du coup qui ne se veut pas prescriptif sur ce que doit être le féminisme, à un moment où évidemment il est toujours débattu, et il sera sans doute toujours débattu, mais vous ne prétendez pas évidemment apporter une réponse en disant telle forme est préférable à telle autre, vous montrez tout ce champ des possibles, et c'est aussi, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu, comme un outil finalement, un peu un répertoire des différentes variables et différents possibles du féminisme ? Je pense qu'effectivement, travailler sur le féminisme, sur les féminismes, c'est vraiment un moyen de réfléchir à la position qu'ont les historiennes et les historiens dans l'espace public et à la manière dont les historiennes et les historiens du temps présent en particulier sont confrontés à la fois au débat contemporain, aux acteurs et actrices de cette histoire qui sont là aussi pour revendiquer, pour s'opposer et pour contester la parole des historiennes et des historiens. Donc on est vraiment dans la mêlée, on est vraiment pour reprendre l'expression de Pierre Labourie, on est des historiens sous surveillance. Et donc notre idée, c'est évidemment pas de trancher, pas de juger. On a une démarche qui est vraiment une démarche critique à chaque instant, qui vraiment se fonde sur des sources, sur une démarche qui vise à montrer justement cette diversité, à l'expliquer, à l'analyser, plus que évidemment à la juger. Et il nous a semblé aussi que ce livre avait le rôle de redonner une certaine véracité historique à certaines visions du passé qui aujourd'hui sont fantasmées, ou même visions du présent qui sont fantasmées. Donc vraiment de pouvoir ancrer la réflexion sur les féminismes aujourd'hui dans des connaissances solides et sérieuses. Et donc l'ouvrage, il a quand même aussi cette vocation à la fois de pouvoir servir de fondement au débat et aussi de faire progresser la connaissance de cette histoire qui est quand même, on peut le dire, largement méconnue de l'histoire, plus générale de France. Alors peut-être pour qu'elle soit moins méconnue, on va conseiller de lire votre ouvrage. Est-ce qu'on peut conseiller aussi soit d'autres lectures, soit des films qui pourraient permettre de comprendre, de saisir des choses dont on a parlé ensemble ? Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de se plonger dans les sources pour essayer de comprendre les féminismes à chaque époque. Comme moi, j'ai davantage travaillé sur les féministes des années 70, j'ai envie de conseiller un film, L'une chante et l'autre pas, d'Agnès Varda, qui justement est ressorti en salle très récemment, qui date de 1977 et qui raconte l'histoire des luttes pour la contraception et l'avortement, mais qui le fait de façon évidemment romancée, mais à la fois très appuyée sur les faits et sur les événements, et qui montre bien aussi quelque chose qui est une avancée importante dans l'historiographie, c'est-à-dire les imbrications entre les histoires individuelles et la grande histoire, et donc qui permet de mêler une approche biographique avec une approche de compréhension des mouvements sociaux. Alors pour prolonger, je signalerai aussi un film dont on avait parlé dans un épisode du podcast, l'épisode 116, qui n'a pas la même ampleur artistique que l'œuvre de Varda, mais qui est intéressant, qui s'appelle Les Conquérantes, die Göttliche Ordnung, un film suisse qui met en scène les luttes pour le suffrage dans la Suisse des années 60-70. On en avait parlé à ce micro avec Zoé Kergomar, et là aussi, c'est une belle réflexion sur les différentes formes, les différentes facettes de lutte collective dans un pays voisin du nôtre. Tout à fait. Merci beaucoup, Biabava. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.